Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'une disparition inquiétante, pas n'importe laquelle, une de celles qui m'a le plus marqué ces dernières années. Il s'agit de la disparition d'Emma Filipov en 2012. Elle s'évapore à seulement 26 ans et la dernière fois qu'on la voit c'est en Colombie-Britannique, plus précisément à Victoria, au Canada. Mais avant de se pencher sur cette disparition, je vais vous parler du sponsor du jour. Il s'agit d'Emma. Alors, je suis sûre qu'Emma, vous en avez déjà entendu parler. En effet, Emma, c'est une marque très reconnue pour les matelas, et notamment celui que j'ai reçu, le Hybrid 2, qui a été élu meilleur matelas pour l'année 2023. Bon, au tout départ, pour être honnête, je me suis dit, Emma, c'est sympa, je vais recevoir un matelas, mais sans plus. Et en fait, ça fait plus d'1 mois que je le teste, et ça a changé ma vie, c'est-à-dire que je dors vraiment de manière très profonde et des fois même je dors un peu trop longtemps le matin, j'ai du mal à me réveiller. Et là je fais une nuit sans me réveiller non-stop, ça m'arrive très rarement parce que j'ai le sommeil léger. Donc ça a complètement changé ma vie. Et je dis pas ça parce qu'ils sont sponsors aujourd'hui. Alors on peut penser que c'est grâce à la confection du matelas. En effet, bon, ça a été développé par des experts et donc il y a 5 zones de soutien développées sur ce matelas qui est en effet de très bonne qualité. Je vous l'ai dit, Emma, ce sont les experts du sommeil. Alors comme je vous le montre ici, c'est vrai, ils sont reconnus pour leur matelas, mais ils ne vendent pas que ça. Ils vendent tout ce qu'il y a autour du sommeil, plein d'accessoires, dont des lits, des couettes et des oreillers, entre autres. En effet, moi j'ai reçu aussi un oreiller que je vous montre ici, qui est ultra moelleux et bon, ça ne peut qu'améliorer mon sommeil. Donc si vous n'êtes pas prêt à changer de matelas, et je peux le comprendre, je vous conseille de tester les accessoires pour commencer. Pour moi, c'est un investissement à moindre coût en plus et sur le long terme. Et ça peut améliorer drastiquement votre sommeil. Pour les matelas, vous avez jusqu'à 10 ans de garantie. En plus de ça, vous avez la livraison et les retours gratuits. Vous avez jusqu'à 100 nuits pour tester les matelas. Donc c'est sans risque et en plus vous pouvez payer en plusieurs fois jusqu'à 12 fois. En ce moment, c'est la Sleep Week. Alors en français, c'est la semaine du sommeil, donc vous avez des offres exceptionnelles et des réductions, à savoir jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr jusqu'au 18 mars. Et en plus, avec mon code MarineBYT, donc le code que je vous mets ici, vous avez jusqu'à moins 10% supplémentaire sur les accessoires cumulables et valable jusqu'au 18 mars également minuit. Vous pouvez accéder à cette réduction directement en cliquant sur mon lien qui sera disponible en barre de description ou en commentaire épinglé. N'hésitez pas à profiter de cette offre exceptionnelle pour investir durablement sur votre bien-être, sur votre sommeil. Donc je remercie encore Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve juste après ça. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit disclaimer. Vous savez, en tant que youtubeur, on organise nos vidéos assez en amont et il se trouve que parce que j'étais malade en janvier, j'ai dû décaler ma sponsor Emma et ce n'est pas du tout fait exprès, c'est tombé sur la vidéo de la disparition d'Emma Filipov. Donc ce n'est pas du tout un mauvais jeu de mots que je voulais faire entre la marque et la disparition d'Emma, vous me connaissez, bien au contraire, mais je pouvais pas redécaler la vidéo parce que j'ai d'autres obligations pour ma chaîne, vous allez voir pour les prochaines vidéos qui arrivent. Donc j'espère que vous serez indulgents et que vous comprendrez. Et maintenant, on peut se plonger dans la vidéo. Emma Filipov est née le 6 janvier 1986 et elle passe son enfance à Perth, une petite ville en Ontario au sud d'Ottawa. Emma et sa famille habitent une jolie maison qu'ils ont eux-mêmes construite. Son enfance se déroule dans la joie avec ses 3 frères et sœurs et ses parents avec qui elle a une bonne entente. Dans cette petite ville de moins de 6000 habitants, tout le monde se connaît et tout le monde connaît Emma et sa joie de vivre. Sa mère, Shelly, est une institutrice dans une école locale et son père, James, est lui un peu l'artiste de la famille et il va d'ailleurs transmettre cette fibre artistique à sa fille Emma. Pour décrire Emma, c'est une enfant calme, gentille, douce
Et comme je vous le disais, comme son père, très créative. Elle écrit beaucoup de poèmes et elle excelle dans tout ce qu'elle entreprend. En fait, quand elle rentre dans une pièce, c'est un soleil, tout le monde la remarque, elle et son sourire. En grandissant, sa gentillesse commence à faire un peu peur à son père. En effet, son père a peur qu'elle se fasse un peu avoir, qu'elle soit trop gentille avec les gens et que les gens ou que des personnes profitent d'elle. Notamment parce que très vite en plus, elle est considérée comme étant une très belle femme et elle est vraiment beaucoup convoitée. Une de ses amies d'enfance va même expliquer qu'être aussi belle qu'elle avec la sensibilité qu'elle a n'est vraiment pas simple, surtout avec les hommes qu'elle va côtoyer dans sa vie de jeune femme. Un événement va venir basculer l'équilibre familial, le divorce des parents d'Emma, qui malheureusement ne se passe pas bien, il se déroule dans un climat tendu et de conflit. Emma va vite se sentir tiraillée entre ses deux parents, notamment parce que déjà du côté de son père, il va énormément se confier à Emma, Emma va donc se rapprocher de lui, et Emma va sentir que sa mère lui en veut de se rapprocher de son père puisqu'elle en veut à son père. Donc en gros, elle se sent vraiment tiraillée de tous les côtés. Elle essaye d'écouter tout le monde, mais elle ne se sent pas, elle, vraiment écoutée et comprise. Et en plus, elle ne va pas dire à quel point ça l'impacte. Comme le climat ne lui convient plus, elle a hâte de partir de Perth. Et c'est ce qu'elle va faire juste après ses 18 ans. Elle décide de changer de vie, de changer de climat parce qu'elle se sent étouffée dans sa petite ville d'enfance. Les années passent et elle va pouvoir développer plusieurs passions. Notamment, elle va partir plusieurs mois en Chine où là-bas elle va apprendre le chinois, mais elle va également enseigner l'anglais. Elle va aussi obtenir un diplôme en photojournalisme qu'elle obtient en Ontario, puis un autre en art culinaire, cette fois-ci à Campbell River en Colombie-Britannique en 2008-2009. À un moment, elle va retourner à Perth, mais elle ne se sent plus chez elle dans cette petite ville. Elle a besoin d'air et elle est très attirée par l'eau, donc elle va se diriger vers la côte ouest du Canada et plus précisément à Victoria en Colombie-Britannique en octobre 2011, donc à l'automne. À ce moment-là, Emma a 25 ans. Elle va vivre pendant un temps avec une amie d'enfance et son compagnon dans un appartement, puis ensuite elle va habiter dans un appartement mais du même immeuble. À l'hiver 2011, elle trouve un emploi en tant que barista dans un café, mais cet emploi ne durera pas longtemps. Elle va ensuite emménager avec une autre amie dans un hôtel dans lequel elle travaillait, donc l'hôtel 760. Elle travaillait là-bas en tant que femme de chambre. En fait, elle avait un mode de vie plutôt nomade, parce qu'elle pouvait dormir sur des bateaux, elle dormait des fois même en forêt, où on l'a même vu dormir dans des arbres. Entre février et novembre 2012, elle va séjourner dans un refuge pour femmes, le refuge Sandy Merriman. Elle faisait des allées et venues, elle ne restait pas de manière continue de février à novembre dans ce refuge, mais quand elle y restait généralement un mois et ensuite elle repartait. Tout ça pendant 9 mois jusqu'au moment de sa disparition. Au printemps-été 2012, elle va trouver un emploi saisonnier au restaurant de fruits de mer de l'arrière-port, le Red Fish Blue Fish, où elle travaille jusqu'au 31 octobre 2012. Comme c'est un travail saisonnier, il s'arrête quand la saison est terminée, mais ça s'est bien passé. Elle a prévu de revenir travailler en février 2013 dans ce restaurant. Elle a d'ailleurs prévenu plusieurs de ses collègues. Malheureusement, elle ne reviendra jamais travailler dans ce restaurant. Pendant tout son séjour à Victoria, Emma continuait quand même d'échanger avec ses proches par mail généralement. Donc elle envoyait à sa famille et ses amis des poèmes, des courriels assez énigmatiques comme elle savait faire. Et elle appelait quelquefois également sa famille pendant les vacances. Vous l'avez compris, c'est une artiste et en plus de la photo, elle aime écrire. Elle écrit beaucoup de poèmes. À travers ses poèmes, elle explique un petit peu son sentiment du moment. Elle va tenir plusieurs journaux et un blog également. Au fur et à mesure du temps qui passe, Emma est vraiment plus proche de la nature que de la vie urbaine. Et pourtant, elle habite en vie urbaine, mais c'est pour ça que des fois, elle essaye de s'isoler dans des endroits en dehors des zones urbanisées qu'elle a l'habitude de côtoyer. Et elle adore marcher pieds nus. Donc quand elle arrive, comme elle est assez solaire, elle se fait beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis et rapidement. En fait, c'est un peu un électron libre. Elle va voir les SDF, elle va les aider, elle va également aider les personnes âgées. C'est quelqu'un qui vit un peu au jour le jour et qui va où le vent l'amène. Donc bien que sa beauté et sa nature amicale aient attiré l'attention de nombreuses personnes sur Victoria, elle n'a eu une relation cette année-là qu'avec une seule personne, une brève relation qui s'est terminée au bout de
3 mois et sur une note mutuellement positive. Mais plus le temps passe, plus on voit des changements dans son comportement, dans son caractère. Déjà, on sait, c'est une personne qui est très discrète, qui est très indépendante, mais ça va s'accroître au fur et à mesure que le temps passe. Et elle va mettre énormément de distance avec ses proches, notamment avec sa famille. Déjà connue pour avoir une aversion des médias sociaux, elle les avait définitivement tous fermés et parallèlement, elle n'a jamais possédé de portable, elle n'aimait pas ça. En juillet 2012, Emma va acheter une camionnette, donc un monospace Mazda rouge de 1993. Elle avait l'intention d'y vivre et de voyager autour de l'île. Le personnel de l'entrepôt va la récupérer sa Mazda, se souvient d'elle rayonnante de joie le jour où elle a déplacé ses affaires personnelles dans sa camionnette. En fait, elle était ravie, elle attendait avec impatience l'indépendance qu'allait lui offrir ce véhicule. Cependant, malheureusement, c'est tout le contraire. Elle s'est vraiment sentie bloquée avec le temps avec ce véhicule qui était finalement un gouffre financier. Et c'est dans ce contexte qu'on se rapproche du jour fatidique de sa disparition. Là, on est 4 jours avant sa disparition, donc le 24 novembre 2012. Les choses évoluent brusquement, mais pas en bien. En effet, alors qu'Emma ne parle plus vraiment avec sa mère, Shelly, donc sa maman, va être surprise ce jour-là par un coup de téléphone en pleine nuit. C'est sa fille, Emma, au bout, qui est en pleurs. Sa fille lui demande si elle peut rentrer à la maison, donc à Perth, en Ontario. Sa mère va lui dire bien évidemment, chérie, tu rentres quand tu veux, tu es ici chez toi. And it was Emma, and she was in tears, and she said, "I want to come home." And I said, "Absolutely, honey. You can always come home. You always have a home." Le lendemain, finalement, Emma va rappeler sa mère, elle semble un peu plus apaisée, et elle va lui dire que non, tout va bien finalement, j'ai pas besoin de venir. Mais sa mère va, elle, prendre ses billets pour venir la voir, parce qu'elle sent que sa fille n'est pas bien. Emma va dire à sa mère, non s'il te plaît, ne viens pas. Donc finalement, elle va annuler ses billets pour respecter le choix de sa fille. Et ce manège va durer au total 4 jours. Emma va changer d'avis plusieurs fois au téléphone, va changer de voix. Et Shelly a bien compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est d'ailleurs lors du dernier appel entre mère et fille, donc le matin du mercredi 28 novembre 2012, quand je dis matin, c'est vraiment très tôt dans la matinée, c'est même à 4h du matin, que Shelly va prendre la décision finale de quand même prendre des billets pour aller voir sa fille urgemment. En effet, ce matin, elle découvre en fait qu'elle séjourne dans le refuge pour femmes en détresse un peu. Et elle l'a appris fortuitement parce qu'elle a rappelé le numéro avec lequel sa fille l'appelait. Et c'est là qu'elle est tombée sur le numéro du refuge. À ce moment-là, donc elle apprend comme ça que sa fille vit dans un refuge, donc évidemment ça l'inquiète. Elle va avoir Emma au téléphone et Emma va lui dire, je cite, « Ne viens pas maman, pas aujourd'hui ». De son côté, Shelly va essayer d'appeler les responsables du refuge pour avoir plus d'informations. Le refuge, lui, est obligé de garder la confidentialité des personnes qui séjournent chez eux. C'est normal, même si dans ce contexte-là, ça aurait vraiment aidé d'avoir une communication assez ouverte entre la mère et le refuge. Et donc même si Emma avait demandé à sa mère de ne pas venir et contre l'avis du reste de sa famille qui veulent vraiment protéger l'indépendance d'Emma, Shelly va prendre son billet pour Victoria le jour même. Elle va prendre le premier vol en début d'après-midi pour rejoindre sa fille à Victoria et prendre soin d'elle. Les derniers mots d'Emma à sa mère seront, je cite, « Je ne sais pas comment je peux te faire face ». Finalement, Shelly arrive au refuge vers 23h. Malheureusement, Emma ne sera pas là. Elle ne se sera pas présentée à sa chambre comme elle avait l'intention de le faire. Et sa mère a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Et en effet, si elle s'est déplacée, c'est pas pour rien non plus. Il y a des antécédents de maladie mentale dans la famille et elle sent que c'est peut-être ce à quoi est exposée sa fille. Elle va donc vite déclarer la disparition de sa fille directement au refuge auprès de la police qui se sera déplacée à minuit. Et donc ce même jour, Emma Filipov sera déclarée disparue. À partir de là, la police va essayer de retracer l'emploi du temps de la journée de la disparition d'Emma afin d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, le cheminement qui a pu arriver à sa disparition pour peut-être derrière avoir plus de chances de la retrouver. Donc on commence à 4h30 du matin, le mercredi matin, c'est le dernier appel entre Emma
et sa mère. C'est là où Shelly a pris la décision de venir la voir sans la prévenir. À 7h du matin, on sait qu'Emma s'est rendue au château Victoria. Donc c'est un hôtel avec un parking qui se situe vraiment à 2 pas du refuge pour femmes dans lequel elle habite. Elle est très contrariée parce qu'il y a un avis de stationnement sur son véhicule et elle va demander au personnel du château Victoria si elle peut encore laisser son véhicule ici pendant une journée et ils vont accéder à sa requête. À 8h23, Emma est vue sur une vidéosurveillance du magasin 7-Eleven au coin des rues Douglas et Humboldt, non loin du château Victoria, où elle utilise là-bas sa carte de débit pour acheter une carte de crédit prépayée de $200. On voit que ses cheveux sont attachés et elle semble bizarrement s'attarder dans le magasin, près des portes. Elle regarde nerveusement dehors, comme si elle semblait inquiète. À 10h, alors qu'il prend l'autobus, un certain Julien Huard, connaissance de Perth d'Emma, dont on va bien reparler plus tard, aperçoit Emma sur l'avenue Pandora en face d'une salle de spectacle. Il débarque quelques arrêts plus tôt pour la saluer, mais il voit qu'elle a l'air perturbée. Elle a sur elle plusieurs sacs plastiques, elle porte un sac contre sa poitrine également. Il va pas la voir tout de suite, il va faire la commission pour laquelle il était venu et ensuite il revient la voir. Elle n'a pas bougé, elle est toujours immobile. Il essaye de voir si elle va bien, si elle n'a pas de problème. Il demande si elle a besoin d'aide et Emma va secouer la tête comme pour dire non. Donc lui à ce moment-là, il va la laisser là. À midi, certaines personnes pensent qu'Emma était à la bibliothèque. En effet, c'était dans ses habitudes d'aller à cette bibliothèque, la bibliothèque de son quartier, pour s'asseoir là-bas et lire des livres. On a plusieurs témoignages dans l'après-midi, des témoins qui disent avoir vu Emma. Alors en début d'après-midi, il y en a un qui dit qu'il l'a vue près de la soupe populaire Our Place sur Pandora Street. Ses cheveux sont rentrés dans sa veste. À ce moment-là, elle va lui dire qu'elle ne se sent pas bien du tout, qu'elle ne peut pas parler. Il lui demande si elle a besoin d'un câlin, il va lui en faire un et elle se retire d'un air horrifié, inhabituel sur le visage. Ensuite, à 13h, un témoin voit Emma, les yeux vides, se traînant lentement, toujours à l'avenue Pandora. Dans l'après-midi, toujours 2 personnes disent l'avoir aperçue sur la rue Douglas, donc la rue où il y a le magasin 7-Eleven où elle est allée acheter le matin même sa carte prépayée. Ils étaient vraiment préoccupés à ce moment-là par l'attitude étrange d'Emma. Elle semblait vraiment perturbée, perdue, elle faisait des allers-retours dans la rue et donc ils ont appelé la police à ce moment-là, la police qui a fait un rapport, mais il n'est pas clair s'ils sont intervenus ou non. Mais en tout cas, c'est la première fois que le 911 sera composé ce jour-là pour Emma. Mais ce ne sera pas la dernière. Un autre témoin va dire l'avoir vue dans le centre-ville avec un homme plus âgé, mais il ne saura pas décrire cet homme. Puis un autre va dire également l'avoir vue au refuge de Rock Bay. Il n'y aura aucun détail qui va être fourni. On sait juste que c'est un refuge où Emma ne voulait pas aller parce qu'il est mixte. Entre 16h et 18h, Emma sera aperçue par la même personne à 2 endroits différents. Ils vont se voir une première fois sur la rue Douglas, ils vont se croiser. Là, à ce moment-là, elle va avoir ses cheveux détachés. Et environ 45 minutes plus tard, il va être dans une voiture et il va l'apercevoir à nouveau, toujours au même niveau, mais là plus au coin des rues Douglas et Finlayson. Ils aperçoivent Emma qui traverse la rue. Elle les voit aussi, elle les regarde, elle leur fait un sourire, mais elle avait un air triste. À 17h54, Emma va retourner au 7-Eleven, là où elle était allée le matin même. On l'aperçoit à nouveau en train d'acheter cette fois-ci un téléphone portable. Puis elle s'attarde dans le magasin, près des portes. Elle regarde nerveusement dehors, comme si elle avait peur de partir à nouveau, comme si elle évitait quelqu'un. Le téléphone portable qu'elle a acheté n'a jamais été activé. Et c'est vraiment étrange qu'elle ait acheté un téléphone portable parce que je vous le disais, elle est contre les téléphones portables et elle n'en a jamais eu. Alors pourquoi en acheter un aujourd'hui? À 18h, Emma se rend au refuge de Sandy Merriman. À ce moment-là, il y a des témoins qui rapportent qu'elle est devenue très anxieuse et bouleversée lorsqu'un membre du personnel va lui dire que sa mère va venir la visiter. Les témoins diront qu'elle semble être partagée entre 2 émotions, l'anxiété et le bonheur de revoir sa mère. Finalement, elle est vue sortir en trombe de l'établissement. Un résident tente de courir après elle pour la rattraper, mais il va la perdre de vue. Alors, je trouve ça assez étrange, bizarrement, il y a quelque chose que j'ai pas dû comprendre, parce que la mère va expliquer qu'elle n'a jamais prévenu le refuge, qu'elle allait venir visiter sa fille. Elle l'a simplement eu au téléphone la veille pour avoir des informations. Mais c'est peut-être ça que le refuge a dit à Emma et ça qui l'a fait croire que sa mère allait venir. À 18h10, un chauffeur de taxi de la compagnie
ABC vient chercher Emma près du refuge. À ce moment-là, alors qu'elle n'a pas d'affaires sur elle, elle lui demande de l'accompagner à l'aéroport. Et bizarrement, alors qu'elle a quand même entre 2000 et 3000 dollars sur son compte, elle va dire qu'elle ne pourra pas se permettre de payer la course qui est chiffrée à 60 dollars. Et elle va demander au taxi de la ramener exactement au niveau du lieu où elle a été prise en charge. Quand ils arrivent, elle demande de se poser un petit peu, de rester assise dans le taxi. Le conducteur l'observe et effectivement, elle avait l'air très suspecte, très agitée. Et elle est devenue très anxieuse et paranoïaque quand elle a entendu la radio de répartition. À ce moment-là, elle le regarde, elle va lui demander, je cite, « Pourquoi y a-t-il du bruit qui sort de ça ?» Donc elle va payer le prix de la course avec sa carte de débit, puis elle sort du taxi. À 18h15, c'est vraiment un témoignage intéressant. Un ami à elle, Dennis Kay, va vraiment comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est un peu lui, le seul en tout cas, qui va essayer de s'assurer jusqu'au bout qu'Emma va bien. Il va la croiser à ce moment-là et elle est pieds nus dans un coin. Donc elle avait l'air désorientée, paranoïaque. Bon, elle venait de sortir du taxi, donc elle était encore, elle pensait encore qu'il y a des personnes qui la suivaient. À ce moment-là, il va la voir. Il va lui demander si elle a besoin d'aide ou si elle est suivie par quelqu'un. Et elle va pas dire grand-chose. Et ils vont marcher ensemble pendant un petit moment. Il va lui poser des questions, elle va se braquer avec ses questions, donc elle va marcher un peu toute seule. Et lui va la suivre quand même, parce qu'il sent que ça va pas du tout. Et vers 19h, donc 45 minutes après, il va rentrer dans un restaurant voisin pour appeler le 911, donc le 911, pour que la police voit ce qui se passe. Et il va attendre que la police vienne, donc il voit 2 policiers arriver et prendre en charge Emma avant lui de repartir, supposant qu'elle était en sécurité. Donc à 19h17, effectivement, la police va localiser Emma. Donc Emma, pieds nus, chaussures à la main, près de l'hôtel Empress sur Government Street. C'est clair que c'est pas commun, que c'est inquiétant. Donc les 2 agents vont rester avec elle pendant 45 minutes quand même, et ils vont prendre des notes, ils vont essayer de voir ce qui ne va pas. À aucun moment, Emma ne semblera engagée dans un vrai dialogue. Elle va simplement répondre des fois par un mot ou soit par un hochement de tête quand des questions lui seront posées. Donc, quelques questions qui ont été posées, notamment « Où vas-tu? Tu ne portes pas de chaussures ?» Elle va répondre « Je travaille sur certaines choses, je suis allée marcher, je vais rejoindre une amie chez elle ensuite. » Les policiers vont lui demander « Te sens-tu déprimée ou triste ?» Elle va répondre « Non, je ne le suis pas. » Et il va lui être demandé également « Sens-tu que tu pourrais te faire du mal à toi ou quelqu'un d'autre ?» Elle va lui répondre non. Derrière, elle va refuser de remettre ses chaussures. Et elle disait qu'elle allait juste faire sa promenade pour rejoindre son amie. Donc la police, vers 20h, décide de la laisser là. Ils n'ont pas assez d'éléments pour la garder avec eux. Et ils pensent que finalement, elle va pouvoir se débrouiller. C'est malheureusement la dernière observation d'Emma, la dernière observation connue, en tout cas. Et à la suite, vous la connaissez, 23h, Shelly arrive au refuge. Elle va déclarer la disparition inquiétante à la police qui, elle, viendra sur place au refuge à minuit. Le monospace d'Emma, donc le Mazda, a été retrouvé au parking du château Victoria. Dedans, c'est très inquiétant parce qu'on retrouve tous ses effets personnels, toutes ses affaires, son passeport, donc sa carte de bibliothèque, des livres qu'elle avait récemment empruntés, des vêtements, son ordinateur portable, son appareil photo. Voilà, vraiment des choses auxquelles elle tenait et dont elle ne se séparait jamais. Et avec tous les éléments que je vous ai donnés, très clairement, on pense à une décompensation psychotique. Alors, je vais lire ce que j'ai trouvé concernant la décompensation psychotique. Les symptômes psychotiques peuvent être l'expression d'une schizophrénie, la psychose chronique la plus fréquente, mais ils peuvent aussi se présenter dans un contexte de dépression profonde, d'épisodes maniaques chez une personne souffrant de troubles bipolaires ou encore d'une crise abandonnique chez une personne borderline, par exemple. Je vais citer un spécialiste qui dit « Il se peut aussi que ce déséquilibre psychique aigu ne soit associé à aucune pathologie psychiatrique, mais lié à un épisode de stress majeur. Il sera alors unique. » On verra que pour Emma, c'était pas vraiment un épisode unique, donc on pense plus à une pathologie. Et on ressent en fait ce déclin psychologique, si je peux dire ça comme ça, dans les écrits d'Emma. En effet, sur son ordinateur, on retrouve son journal et plusieurs textes qui sont assez sombres. Elle explique qu'elle a peur, que la peur s'est glissée en elle, qu'elle a disparu, que Emma a disparu. On sent en effet dans ses écrits que sa santé mentale décroît, même si elle n'a jamais vu un médecin pour attester d'une quelconque pathologie psychiatrique. On se rend compte également dans tout ce qu'elle écrit qu'elle se sent seule ici à Victoria, qu'elle n'a pas d'amis, pas de famille. Et pour sa mère, découvrir ses écrits, c'est le choc parce qu'elle ne se rendait pas compte que sa fille se sentait seule
à Victoria qu'elle se sentait aussi déprimée parce que Emma n'est pas quelqu'un qui parle de ce qu'elle ressent, qui parle de ses sentiments. Elle est vraiment très secrète et elle a tout gardé en elle et elle ne s'exprimait finalement qu'à travers ses écrits. On se rend compte qu'elle était vraiment seule parce qu'en plus de ça, il est très compliqué pour la police ou même la famille de retrouver des noms, des numéros de téléphone, des adresses de personnes qu'elle connaissait parce qu'il semble finalement qu'elle avait peut-être certes beaucoup de connaissances mais pas énormément d'amis sur Victoria ou en tout cas qu'elle s'était vraiment éloignée. Et cette décompensation, elle semble déjà s'être traduite 5 jours avant la disparition d'Emma. En effet, la police saisit de nouvelles images de vidéosurveillance qui datent donc du 23 novembre, 5 jours avant sa disparition. Emma a été vue sur les caméras d'un autre magasin, le magasin YMCA. On la voit entrant, puis sortant, puis entrant plusieurs fois, comme si elle était suivie par quelqu'un de l'extérieur et qu'elle l'évitait. Au total, on a l'impression qu'elle rentre et ressort au moins 4 fois en environ 15 minutes. Alors, est-ce qu'elle avait peur de quelqu'un ? On ressent en tout cas qu'elle avait un comportement étrange, un comportement similaire à celui observé le jour de sa disparition. On voit qu'on est toujours dans le même quartier, on est vraiment à l'hypercentre dans Victoria, dans une zone assez restreinte finalement, donc une zone qui peut facilement être faite à pied. Un espoir, une semaine après la disparition d'Emma, le 5 décembre 2012, en effet la carte de crédit prépayée d'Emma qu'elle avait achetée le jour de sa disparition a été utilisée. On situe l'utilisation dans une station Petro-Canada sur le chemin de Souk. Malheureusement, on se rend compte très rapidement qu'il ne s'agit pas d'Emma, mais d'un homme qui a acheté une cartouche de cigarettes avec cette carte qui ne lui appartenait pas. Donc l'homme a très rapidement et naturellement été interrogé. On lui demande dans quelles circonstances il a retrouvé cette carte. Lui va dire qu'il l'a trouvée sur le bord de la route près du centre récréatif Juan de Fuca et du Galloping Goose Trail à Colwood, à 20 km du port, là où Emma a été vue pour la dernière fois. L'homme devient automatiquement un suspect, c'est normal, il va être interrogé par la police et il va être soumis au test du polygraphe, donc communément appelé détecteur de mensonges, qu'il va passer brillamment. Et il va rapidement être innocenté dans la disparition d'Emma. Plus tard, il va affirmer qu'en fait, il était quand même assez ivre et donc il ne se souvient plus où il a retrouvé cette fameuse carte de crédit. Par contre, il est sûr et certain qu'il a attendu avant de l'utiliser environ une semaine après l'avoir trouvée. Donc il y a énormément de recherches qui sont faites sur place, dans tous les lieux publics, dans les refuges, aucune trace d'Emma. Quelques semaines après la disparition, la police va envoyer 3 fois des plongeurs dans le port pour la recherche éventuelle du corps d'Emma. Ça ne va rien donner, mais on se demande est-ce que quelques semaines plus tard, c'est pas trop tard? Est-ce que le corps n'a pas pu être emmenée vers le large? Et des experts ont répondu à cette question. Et si Emma s'était jetée volontairement ou serait tombée dans l'eau et se serait noyée au niveau du port, son corps serait resté vraiment proche de ce lieu où se serait déplacé sur le littoral entre 1 et 5 km, mais pas plus. Et aucun corps n'a été retrouvé correspondant en tout cas à la description d'Emma. Au fur et à mesure que le temps passe, la disparition est énormément partagée au niveau national et même international. Vous avez vu, on en parle aujourd'hui. L'avis disparition est énormément partagé également sur les réseaux sociaux. Une page Facebook va être créée, la page Help Find Emma Filipov, donc aider à retrouver Emma Filipov, pour aider à récolter des témoignages, comme peuvent le faire plusieurs familles de disparus. Je pense notamment à la page de Feu Elmeki Terak, tenue par son fils, et qui récoltait énormément de signalements, alors plus ou moins cohérents. Mais en tout cas, dans le cadre de la disparition d'Emma, il y a un signalement qui arrive en 2014 et qui va vraiment donner beaucoup d'espoir. Je vous le mets ici, regardez cette photo, on dirait vraiment Emma, la même coiffure, le même style vestimentaire. Et c'est une photo qui a été prise à Vancouver. Vancouver, c'est vraiment très proche de Victoria, bon, à l'échelle du Canada, quoi, c'est à 3 heures de route. C'est vraiment la grande ville de Colombie-Britannique qui se situe au nord de Victoria. On se dit c'est complètement cohérent et même ses parents la reconnaissent, ils disent on peut pas faire plus Emma que cette photo. En plus de ça, ça coïncide avec des témoignages qui disent avoir vu Emma à Vancouver plusieurs fois, donc on se dit bah, c'est sûrement elle. Donc ça a tellement été partagé que finalement la personne sur cette photo s'est présentée à la police et malheureusement il ne s'agissait pas d'Emma. Comme quoi une photo, un témoignage visuel
ça reste vraiment juste du visuel, c'est pas concret. On peut pas affirmer à 100% avoir vu quelqu'un si on ne la connaît pas et si on ne lui a pas parlé. Et les témoignages de ce style continuent, hein. Emma serait SDF à Vancouver, ou alors il y en a qui disent qu'elle serait junkie, mais à chaque fois c'est débunké, on va dire. Et malgré la récompense qui a été mise en place, la récompense de 25 000 $ canadiens pour toute information concernant la disparition d'Emma, aucune information concrète sur Emma ne sera récoltée malheureusement. Sauf en juin 2018, donc quand même 6 ans après la disparition d'Emma, il y a un témoignage qui va arriver, comme quoi c'est important de continuer toujours à parler des disparitions. Une seule personne peut amener le témoignage qui va tout changer pour une famille dans l'attente. Alors en effet, là, il s'agit d'un homme qui aurait interagi avec Emma le lendemain de sa disparition, donc le jeudi 29 novembre 2012. En effet, il a vu Emma, il l'a même récupérée en voiture très tôt le matin, à 5h du matin, alors qu'il se rendait à son nouveau travail. Vraiment, la description de cette jeune femme en détresse qu'il a récupérée ce jour-là, ça coïncide totalement avec la description d'Emma, en tout cas les dernières personnes qui l'ont vue, les policiers, la veille. Donc cet homme, il avait déjà un peu de retard, mais il aperçoit cette femme qui avait l'air complètement désorientée, apeurée, au niveau d'Esquimalt, donc vraiment un quartier à l'ouest de Victoria, et elle faisait des allers-retours sur le bord de la route. Donc à ce moment-là, lui, il va s'arrêter pour essayer de l'aider, de l'accompagner quelque part. Elle est montée dans son véhicule, précisément au 1264 Esquimalt Road, et il va remarquer qu'elle était trempée et qu'elle n'avait pas ses chaussures aux pieds. Quand elle est rentrée dans la voiture, elle semblait s'être calmée, donc très certainement il faisait chaud, elle était rassurée. Elle va lui demander de l'accompagner à Colwood pour rejoindre une amie. Alors à Colwood, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai énoncé cette ville au moment où on a retrouvé la carte de crédit prépayée d'Emma. Donc ça correspond vers le lieu où elle voulait se rendre. Donc malheureusement, lui, il est déjà assez en retard. Colwood, c'est pas non plus la porte à côté. Donc il va la laisser à 5 minutes un peu plus haut sur le chemin pour qu'elle puisse s'y rendre. Il la dépose exactement à l'intersection de Craigflower et Admirals Street, à côté d'une station-service ouverte 24/24. Et bizarrement, au moment où elle sort de la voiture, son comportement redevient erratique. Elle commence à devenir paranoïaque à nouveau et elle se précipite dans la rue, direction Colwood. À ce moment-là, lui, il va partir travailler. Et derrière, il va oublier un petit peu ce qui lui est arrivé jusque 6 ans après, où lui est portée à sa connaissance la disparition d'Emma, où il va témoigner. Des recherches vont être faites à ce niveau-là, dans le quartier, mais bon, 6 ans après, ça donne pas grand-chose, ça donne rien, même pas de nouvelles informations concernant la disparition d'Emma. Au total, la police a travaillé sur plus de 200 pistes. La plupart des preuves montraient qu'Emma voulait retourner chez sa famille, en tout cas en Ontario, mais on n'a aucune preuve qu'elle ait vraiment quitté Victoria. D'ailleurs, je vous le rappelle, son téléphone portable n'a jamais été activé. Donc pour ce qui est des dernières informations, des dernières nouveautés, le 29 novembre 2021, c'était le 9e anniversaire de sa disparition. La police a repartagé de nouvelles photos dans l'espoir de créer de nouvelles pistes, mais on n'en a pas eu. En novembre 2022, donc pour les 10 ans de sa disparition, la police a publié un portrait vieilli d'Emma. Ça n'a toujours rien donné. Aujourd'hui, on est dans une phase où la police est dans l'attente d'un témoignage, d'un élément qui va faire avancer le dossier, mais pour le moment, eux, ils peuvent rien faire de plus. Contrairement à en France, au Canada, les dossiers restent ouverts, même si des fois, ils peuvent stagner pendant des années. Alors on a plusieurs hypothèses effectivement qui s'offrent à nous et toujours basées je pense sur cette décompensation. Il faut réfléchir avec ce problème psychologique qui clairement avait perturbé Emma juste avant sa disparition. Donc là on parle de la disparition volontaire qui reste la piste la plus positive on va dire pour Emma. Et en effet le jour de sa disparition on voit qu'elle se prépare à quelque chose. Elle achète une carte prépayée avec 200 $ dessus, elle achète un téléphone portable alors qu'elle n'en avait jamais eu et toutes ses affaires personnelles se retrouvent dans son van. Donc on pense peut-être qu'elle avait prévu de partir, de changer d'air, alors où on ne sait pas. En tout cas tout ça ne semblait pas vraiment être fait de manière éclairée. En effet son comportement et les appels passés à sa mère juste avant la disparition le prouvent.
Donc je vous le disais, on a l'impression qu'elle fait une crise psychotique. Et en plus de tout ce que je vous ai énoncé, ça vient appuyer les informations qui ont été rapportées par le refuge là où elle séjournait. Quelque temps avant sa disparition, déjà ça faisait un moment qu'elle baissait les stores parce qu'elle n'avait pas envie qu'on l'observe, donc comme si elle avait peur de quelque chose dans sa chambre là-bas. Et également, elle avait été aperçue un jour en train de déplacer frénétiquement des meubles du refuge jusqu'à dehors, au trottoir d'en face. Et quand on lui a demandé pourquoi elle faisait ça, c'est parce qu'elle prétendait que les meubles faisaient trop de bruit et qu'il lui disait des choses. Donc à ce moment-là, les gestionnaires de l'établissement se sont dit que clairement il y avait quelque chose qui allait pas et ils ont prévenu la police pour qu'ils puissent faire un examen psychologique, examen qui derrière ne sera jamais fait. Comme je vous disais, ça ne semblait pas être sa première crise, parce qu'il faut savoir qu'une crise ça peut durer un ou plusieurs jours jusqu'à plusieurs semaines, mais elle en avait déjà fait apparemment à l'hiver 2011 sous une autre forme. En fait, c'est une de ses colocataires à Victoria qui a vu des signes avant-coureurs lorsqu'elle avait observé Emma ranger de manière assez obsessionnelle des affaires. Est-ce que ce sont ces crises qui ont pu l'amener à partir? Donc moi je dirais pas du coup que c'est une disparition volontaire, parce que volontaire il faut vraiment être éclairé, en possession de tous ses moyens physiques et psychiques, et ça n'avait pas l'air d'être le cas ici, mais en tout cas elle a pu partir d'elle-même, on va dire, à cause de ses problèmes, en tout cas à cause de sa crise qui avait l'air d'être vraiment très forte juste avant sa disparition. On ne sait pas ce qui aurait pu déclencher sa crise. Est-ce que c'est un événement traumatisant pour elle, ou est-ce que ça s'est vraiment imbriqué sur le long terme? En tout cas, on sait qu'elle avait changé de manière de vivre depuis l'été avant sa disparition, c'est-à-dire qu'elle ne fumait plus, elle ne buvait plus d'alcool, elle mangeait vraiment très sainement, mais elle perdait énormément de poids parce qu'elle ne mangeait plus beaucoup. D'ailleurs, un de ses amis avait dit l'avoir vue et il avait trouvé qu'elle avait vraiment maigri. Et il avait même décrite, je cite, comme un moine dans ses habitudes sociales et alimentaires. Elle avait exprimé à plusieurs personnes juste avant sa disparition, donc mi-novembre, qu'elle avait envie de voyager, de faire autre chose, de quitter Victoria. Elle avait dit qu'elle voulait aller dans d'autres lieux de Colombie-Britannique, ou alors qu'elle avait des projets de naviguer sur un bateau vers le Mexique, ou se rendre à San Juan avec un homme qu'elle connaissait à peine, aller en Californie, au Costa Rica, ou aller au Japon avec son père, vivre hors réseau dans les bois, ou même surprendre sa famille en venant les voir en Ontario. Et quelques jours avant sa disparition d'ailleurs, elle en avait parlé au dépanneur qui s'occupait d'amener sa voiture de Souk à Victoria. Elle avait dit qu'elle avait hâte de retourner voir sa famille, elle avait hâte de rentrer chez elle. Mais est-ce que le fait d'avoir eu sa mère au téléphone, ça a déclenché quelque chose en elle, une sorte de panique incontrôlable, et c'est ça qui a fait que sa crise s'est accentuée et qu'elle soit partie? Est-ce qu'elle a décidé d'elle-même de tout laisser derrière elle? Est-ce qu'elle aurait essayé de brouiller les pistes en faisant tomber sa carte de crédit tout en sachant qu'elle allait être retrouvée et que la police allait partir sur une mauvaise piste? Je dis ça parce que c'est ce qui a été énoncé dans une émission. Franchement, je pense pas qu'elle était en capacité de réfléchir aussi loin. Je pense que justement il est très compliqué de retrouver des personnes qui ont fait une crise comme ça, qui ont complètement décompensé. C'est pas la première personne jeune à faire ce type de crise. Je pense notamment à un jeune en octobre 2023 près de Lyon. J'avais participé d'ailleurs à une battue pour le retrouver. On avait récolté des témoignages. Cet homme s'appelle Joris Bernard. Il a disparu à peu près dans les mêmes conditions. Il a complètement décompensé. Quelques jours avant déjà sa disparition, il avait eu un comportement un peu étrange. Et là, le jour de sa disparition, il pensait être suivi, il pensait qu'il était observé. Il avait balancé son téléphone portable et il se cachait. Il a été retrouvé par des témoins. Il se cachait en fait quelque part parce qu'il avait peur d'être retrouvé. Malheureusement, à ce jour, Joris Bernard est toujours porté disparu. C'est également le cas pour la disparition de Laetitia Tsuba en 2012 en Italie. Elle avait conduit de manière anarchique jusqu'en Italie, puis elle avait été aperçue en train de courir sur une caméra de vidéosurveillance dans la nuit, comme si elle avait peur de quelque chose. Et on peut penser à ce moment-là aussi
à une décompensation. Aujourd'hui, elle n'a jamais été retrouvée également. Un autre cas différent, on peut penser à la mort mystérieuse d'Elisa Lam. Également, on voit que sur les images de vidéosurveillance, dans un ascenseur, on voit qu'elle semblait perturbée ou qu'elle avait peur de quelqu'un. Elle a malheureusement été retrouvée morte dans un conteneur à eau sur le toit de l'hôtel dans lequel elle séjournait. Et là, je viens d'en penser à un autre. Je pense aussi à Christophe Ferreira Lopez qui a disparu l'année dernière ou en 2022, je ne sais plus, à Paris. J'avais traité sa disparition en vidéo et de la même manière, on a l'impression qu'il était en crise. Alors lui, c'était des comportements un peu compulsifs. Il en avait déjà fait une crise 25 ans auparavant et en plus, il avait attenté à sa vie. Et aujourd'hui, il n'a jamais été retrouvé également. Donc on voit vraiment que ce sont des personnes qui partent de manière irréfléchie. On ne peut pas savoir où elles sont allées parce qu'il n'y a pas de raisonnement logique en fait quand ils décompensent, quand ils font une crise et qu'ils décident de partir et que derrière on ne les retrouve pas malheureusement. On peut effectivement penser à la thèse du suicide. Est-ce qu'elle aurait mis fin à ses jours, même s'il n'y a rien pour l'attester aujourd'hui? Dans ses écrits, il n'y a pas de choses qui se rapportent au suicide, même si ses écrits sont un peu noirs. Il y avait quand même un passage qui semblait un peu perturbant et il a été évalué par des professionnels. Je vais quand même vous lire. Alors voilà ce qu'elle dit. Elle dit à tous de la part de la Emma morte: bonjour, je sens que quelqu'un va un jour être sur cet ordinateur et lire cela. Ok, donc je suis morte, flottant dans l'air ou non, regardant les étoiles mourir ou revivre. Ensuite ça continue un petit peu. Et à la fin elle dit: bonne chance à tous les cœurs, je vous aime, M. Personne ne croit qu'elle a attenté à sa vie, même si encore une fois ça reste envisageable aujourd'hui. Sa mère en tout cas n'y croit pas du tout. Et les experts qui avaient été rassemblés lors de cette émission The Fifth Estate par le média CBC News explique que pour eux ça ne ressemble pas du tout à une note de suicide et qu'en tout cas elle ne contient pas les caractéristiques d'une note de suicide. Et même si son problème mental semble être établi, on ne peut ignorer qu'elle ait pu tomber sur une personne mal intentionnée qui aurait profité de sa vulnérabilité pour lui faire du mal. Soit malheureusement la tuer ou soit l'enlever et la séquestrer derrière. Est-ce que cette crise a été justifiée finalement? Est-ce que quelqu'un la suivait réellement et puis ça a déclenché derrière sa décompensation? Alors je vous avais dit de vous rappeler d'un prénom tout à l'heure, de Julien Huard. En effet, donc c'est le jeune homme qui avait croisé vers 10h le jour de sa disparition Emma. Cet homme semblait obsédé par Emma. En effet, il l'avait rencontrée la première fois à l'été 2011 à Perth en Ontario, donc dans sa ville natale. Il est tombé amoureux d'elle, mais elle pas du tout. Et quand elle part vivre sur la côte est à l'automne 2011, lui quelques mois après, il va faire la même chose. Et il va tomber sur elle, comme il le dit, fortuitement dans la rue. Et il va dire: ah je savais pas du tout, je suis surpris en fait qu'elle était là. Bon, personne n'y croit clairement, parce qu'en plus de ça, dans un mail qu'il avait envoyé à son père, on apprend qu'il l'avait déjà espionné, donc très probablement quand elle habitait à Perth. Clairement, il faisait une obsession sur Emma, et je pense qu'il s'est rapproché d'elle, qu'il a déménagé là-bas pour se rapprocher d'elle. Et c'est vrai que ça peut paraître suspect, même si lui, lors des interviews, va dire que pas du tout, c'était vraiment une coïncidence. Les experts ne croient pas en cette coïncidence, parce que Perth en Ontario et Victoria, c'est vraiment à l'autre bout, et en plus de ça, Victoria, c'est pas la ville de Colombie-Britannique la plus grande. And then all of a sudden, of all places you decide to go, it's the one place in the world where she is. And that's just a coincidence? Yeah, the odds are amazing. But it's a coincidence. It's a pure coincidence. Donc c'est vraiment très suspect. Et donc évidemment, Julien va être interrogé. Il a été innocenté 1 an après la disparition d'Emma. Pareillement, ils lui ont fait passer un polygraphe, il a validé le test, et je pense qu'ils avaient d'autres éléments pour l'innocenter, parce qu'à force de voir partout dans les dossiers traités par la police le test du détecteur de mensonges, du polygraphe, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment un acte d'enquête valable à la cour? Et donc effectivement, non. Le Canada, à l'instar d'autres pays, ne reconnaît pas la validité des tests polygraphes. Ces derniers ne peuvent pas être considérés comme solides, tout simplement parce qu'ils dépendent de caractères physiologiques de la personne qui va passer le test. Mais donc, comme je dis, je pense qu'il y a eu d'autres éléments qui ont permis de l'innocenter. Bon, après, c'est pas la première fois qu'elle semble avoir des problèmes et se faire suivre par quelqu'un, parce que effectivement, 3 amies à elle vont expliquer qu'elle avait eu un souci lorsqu'elle avait étudié déjà en Colombie-Britannique les arts culinaires en 2008-2009
avec quelqu'un. Elle avait une mauvaise expérience avec quelqu'un, avec un homme, et on ne sait pas qui. Et malheureusement, elle n'a jamais fourni de détails à ses amis sur cette personne, ni dans ses écrits. D'ailleurs, dans ses derniers écrits, on n'a pas l'impression qu'elle se fait suivre. Mais ça pourrait coïncider avec ce qui s'est passé en 2014. Un témoignage très intéressant arrive aux policiers. En effet, ce sont les propriétaires d'un magasin de Gastown à Vancouver qui vont expliquer à la police qu'ils ont vu un homme dans leur magasin jeter une affiche de récompense de 25 000 $, donc l'affiche de récompense qui correspondait à la disparition d'Emma. Il a été rapporté par ces personnes que l'homme avait déclaré, je cite, « C'est une de ces affiches de personnes disparues, sauf qu'elle n'a pas disparu, c'est ma petite amie et elle s'est enfuie parce qu'elle déteste ses parents. » Bien que la vidéo de caméra surveillance, comme vous pouvez le voir, a capturé l'image de l'homme, il n'a pas encore été identifié à ce jour en 2024, même si on a refait en plus derrière un portrait robot qui pourrait adoucir le visage, parce que les images, c'est vrai qu'elles étaient un peu pixelisé. Alors, est-ce que cet homme fabule? Est-ce qu'il s'est trompé et qu'il pense avoir reconnu Emma mais que ce n'était pas Emma? Est-ce que c'est bien Emma et qu'Emma n'est pas au courant qu'elle est recherchée et qu'elle ne sait même plus qui elle est? Ou est-ce que il a enlevé, est-ce qu'elle est séquestrée par cet homme? Toutes ces questions, malheureusement, aujourd'hui, restent sans réponse en 2024, 11 ans après. Donc c'est vraiment une disparition troublante, comme on peut le voir, mais c'est finalement une disparition qui arrive tous les jours. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des enregistrements de vidéosurveillance, ce qui nous permet d'avoir une idée de ce à quoi elle ressemblait avant de disparaître, ce qui est assez rare en France, c'est vrai, hein, d'avoir des enregistrements de vidéosurveillance comme ça disponibles. C'est une affaire dont j'avais entendu parler à l'époque sur la chaîne de Victoria Charlton, au tout début, je crois que c'est une de ses premières vidéos que j'ai vues. Et c'est vrai que traitant des disparitions aujourd'hui, je trouvais intéressant de revenir dessus. Et comme on le sait, hein, un seul témoignage peut tout changer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie à nouveau Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas, le lien sponsorisé dans la description et en commentaire épinglé. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un dossier ARPD. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.